Il faisait sombre hier, le ciel était couvert. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a du soleil et ça fait vachement plaisir. Le docteur Paul Hervé-Riche. Voici un homme engagé, généreux, un homme d'une grande érudition et en même temps un militant de la santé. Paul Hervé-Riche est un combattant. À son propos, je pense à l'expression d'un écrivain américain, Dan Millman, qui parlait de guerrier pacifique. Quoique pacifique, il ne faut pas lui marcher sur les pieds. En juillet 1976, je suis belge, il a soutenu sa thèse à la faculté de médecine de Montpellier sur l'utilisation du bactériophage en thérapeutique anti-infectieuse. D'une extrême cohérence, d'une grande intégrité, le docteur Riche est aujourd'hui encore impliqué, engagé plutôt dans la transmission de l'information et la diffusion de cette approche revenue au premier plan de l'actualité médicale. Je vous laisse la parole. Merci. Depuis tout petit, je voulais être médecin et je voulais partir sans frontières. Ce qui, évidemment, suppose qu'on connaisse des thérapeutiques naturelles, qu'on puisse s'éloigner d'un hôpital, d'une pharmacie, d'une clinique, et qu'on ait tous les moyens du bord pour pouvoir travailler correctement et pouvoir soulager nos malades. Et dans ce cadre-là, j'ai suivi tout le cursus hospitalier. J'ai commencé par être aide-soignant, puis infirmier, puis externe, puis interne à l'époque. Et puis après, j'ai rencontré sur Paris le docteur Réga Clémenceau. Clémenceau était l'héritier du découvreur du bactériophage Félix Dérel. En 1917, celui-ci découvre, à partir d'un travail qui avait été fait en 1880 sur les eaux du Gange, dont on se rendait compte qu'elle guérissait les maladies infectieuses. Félix Dérel donc va reprendre ce travail et va découvrir des plages, ce qu'on appelle la destruction bactérienne, la lyse bactérienne, des plages de lyse sur des cultures. Il va repiquer ces plages de lyse et se rendre compte, puisque ça continue à détruire de plus en plus vite, qu'il ne s'agit pas d'une toxine ou d'un poison, puisque le poison se diluerait au repiquage, mais d'un être vivant qui détruisait les bactéries. Au même moment, en Angleterre, Tworth décrivait une transformation vitreuse des bactéries, ce que maintenant correspond à ce que nous appelons biofilm. Les Anglais se sont appropriés le bactériophage, mais ce n'est pas du tout le même phénomène. Félix Dérel va donc partir en Inde, à Patna. Il va commencer donc à isoler ce qu'il appelait le principe bactériophage. Le virus ne sera découvert qu'en 1955, et là nous sommes en 1918. Il va partir en Inde pour étudier les épidémies de choléra. Le choléra est une maladie qui n'est pas immunisante. On a quand même vendu des vaccins anti-choléra jusqu'en 1975 à peu près, date à laquelle on a supprimé le vaccin contre le choléra, dont on disait qu'il protégeait à 50% des cas. Moi, je non-vaccine les malades, ils sont protégés à 50% des cas. Donc, ils ont fini par supprimer ce système commercial lucratif. Et on se rendait très bien compte, en vaccinant, que de toute façon, les épidémies ne changeaient pas de visage. Elles durent 12 jours, 13 jours, il y a des milliers de morts, et puis d'un seul coup, elles disparaissent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Une personne arrive dans un village. Là-bas, il n'y a pas beaucoup, dans les villages en général, où l'hygiène est précaire. Les gens vont faire le besoin autour des cases, il n'y a pas de tout à l'égout, et il y a un puits au centre du village. Les gens vont chercher l'eau du puits, sortent la calebasse, s'arrosent les pieds, et petit à petit, donc si quelqu'un arrive de l'extérieur avec des vibrions cholériques sur les pieds, l'eau infiltrante finit par contaminer le puits. Les gens qui vont boire l'eau du puits, évidemment, vont présenter le choléra. Certains vont mourir, d'autres vont être en maladie chronique pendant quelques jours, en maladie lente, torpide, et mourir au bout de 15 jours, et certains vont résister. Les gens qui vont résister vont aller chercher l'eau du puits pour les malades, et à leur tour vont évidemment s'arroser les pieds, et petit à petit, le principe bactériophage anti-vibrion cholérique va arriver dans le puits, et les gens qui vont boire l'eau du puits vont guérir, ce qui fait que le front de la contagion est rattrapé par le front de la guérison. Petit à petit, ce bactériophage va être cultivé, isolé, etc.
Félix Derel donc crée un institut de bactériophage à Patna, il fait des études grand format sur des millions de gens. Des millions de gens sont protégés par l'adjonction de bactériophages dans les puits dès qu'une épidémie démarre. Et dans les vallées voisines, les gens mouraient d'épidémie, donc la démonstration a été faite, c'est carrément sur des millions et des millions de gens que ça a été fait en Inde. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a 5 ans, on faisait une quête pour Haïti en demandant aux gens d'envoyer de l'argent. Il y a eu 5000 morts de choléra à Haïti, alors qu'on a tout à fait les moyens de les traiter par des méthodes simples et qui ne coûtent rien. Sinon, à la limite, un peu d'eau de javel dans les... On aurait simplifié, maintenant ils ont fait des quêtes pour acheter des antibiotiques. On comprend mal l'OMS. Là-dessus, donc, Félix Derel vient rencontrer Georges Eliava, qui était un immense scientifique russe, ou georgien, enfin bon, on ne va pas provoquer de dispute des pays de l'Est. Et il crée sur l'Ukraine et sur la Géorgie un centre de production de phages. Alors ça, c'est pas difficile. On prend des filtres, l'équivalent du filtre Buron, c'était des bougies en céramique. On met l'eau des égouts, on récupère et on repique sur des cultures de bactéries. C'est comme ça qu'on prépare le bactériophage. Puis de là, les purges staliniennes agissant, Derel va venir à Paris créer un institut du bactériophage avec mademoiselle Quéré, pharmacienne, cet institut va durer jusqu'en 1982. Et il va travailler pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Régal Clémenceau, donc le fils de Georges Clémenceau, qui fut mon maître, que j'ai rencontré à ce moment-là, parce que je voulais partir donc dans des pays relativement modestes au point de vue économique, et donc utiliser des produits qui n'étaient pas antibiotiques, mais connaître bien cette méthode. C'est donc lui qui m'a enseigné, c'est une transmission directe depuis Félix Derel. Alors, la phagothérapie, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'enfant vient au monde, le nouveau-né, la mère sécrète ce qu'on appelle le colostrum. Les premières tétées, les tétées de bienvenue, sont essentielles pour la constitution de la défense de l'enfant contre les bactéries. Il n'existe pas d'anticorps antibactériens. On n'a jamais isolé un anticorps antistaphylococcique, un anticorps antistreptococcique, un anticorps antipyocéanique, ça n'existe pas. On se sert de bactériophage pour typer les bactéries, ce qu'on appelle la lysotypie. L-Y-S-O-T-Y-P-I-E. Pour ceux qui aiment Internet, ils regarderont. Et donc, le bactériophage arrive par le colostrum, ainsi que le colibacille, qui vient en symbiose avec le bactériophage vient en symbiose avec le colibacille. Le bactériophage est un virus qui, depuis 1955, a été étudié, c'est-à-dire 100 fois plus petit qu'une bactérie. Il injecte son acide nucléique dans la bactérie explose en libérant d'autres bactériophages, car celui-ci a utilisé l'ADN de la bactérie pour se reproduire et synthétiser ses capsides. Les bactériophages issus de cette reproduction 1, dirons-nous, vont aller sur une deuxième bactérie et ils mettent à peu près 36 heures la première fois qu'ils passent sur une bactérie. Alors ce qu'on appelle, au départ, ce sont des phages dormants, puis ils vont s'activer en passant sur des microbes les uns après les autres, ce qui fait qu'au bout de la deuxième passage, ils vont mettre 24 heures pour faire éclater la bactérie, troisième passage 12 heures, cinquième passage 6 heures, c'est de plus en plus rapide, on l'observe in vitro. In vitro, ça veut dire dans les éprouvettes. Et donc, en général, quand on fait une petite infection, on guérit en 4 ou 5 jours, grâce au bactériophage. Le bactériophage est présent dans le tube digestif de l'individu, donc il vit à peu près 37-38 degrés, 40 degrés avec le foie. Il est détruit à 67 degrés. Donc quand on nous parle de chaîne du froid, c'est surtout pour le support de la gélose, mais enfin c'est pas indispensable. Si un jour vous tombez sur des ampoules de bactériophage, tant qu'elles sont transparentes, vous pouvez les utiliser. Si elles deviennent troubles, c'est que la gélose est fermentée, il faut les jeter. Non pas que le virus soit tué, mais parce que ça peut donner des effets secondaires liés à la gélose qui se serait rendue toxique. Le bactériophage donc, est présent dans tout individu vivant, que ce soit les poissons, les mammifères, l'homme évidemment, mais également on le trouve dans la nature au niveau des racines des plantes. Par exemple, lorsqu'un sol est trop acide, l'acidité tue le bactériophage, on va y revenir. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la pauvreté du sol. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de la luzerne. La luzerne va fixer dans ses racines l'azote, et l'azote c'est quoi? Ce sont les bactéries. Et à partir du moment où les bactéries commencent à être nombreuses, l'équilibre va se faire grâce au bactériophage. Si jamais le sol est trop alcalin, les bactéries prolifèrent trop, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la fatigue de la luzernière, les racines pourrissent, parce qu'il y a trop de bactéries. Donc le bactériophage est le virus qui tue les bactéries et qui est un facteur limitant de cet équilibre qu'on trouve dans la nature entre les bactéries et les virus.
Lorsque la mère allait l'enfant, au 3e jour apparaît le calcium, c'est-à-dire que le colostrum devient du lait. En présence du calcium, l'acide chlorhydrique détruit le calcium, c'est connu, le bactériophage est présent dans le duodéno-jéjunum et l'acide chlorhydrique va verrouiller la flore intestinale. Le bol alimentaire après sera acidifié et détruit par digestion, réalcalinisé par la bile, et à ce moment-là, donc, dans le duodénum, le pH est à peu près 7,3, 7,4, ce qui est le pH normal du sang. Le bactériophage, nous l'avons vu tout à l'heure, est détruit par l'acidité. Lorsque une personne s'infecte, il faudra tenir compte de ce facteur. On sait tous que le diabétique s'infecte parce que le sucre est fermenté par les bactéries, et les bactéries acidifient le milieu en fermentant le glucose. C'est pour ça que les diabétiques décompensent en acidose, puis en acidocétose. Donc, premier critère, quand vous voulez rééquilibrer le patient, c'est rétablir donc son taux d'acidité dans le sang. Extrêmement important, donc vérifier la glycémie et vérifier ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, car l'hémoglobine des globules rouges, c'est le globule rouge d'une cellule qui n'a pas de noyau, elle conserve à peu près la trace des variations de glucose sur 11 jours. C'est-à-dire qu'une personne, on peut très bien avoir une personne diabétique qui passe de 4 grammes à 0,56 et vous passez par 1 gramme par litre de glycémie, c'est-à-dire à ce moment-là, on pense que la personne n'est pas diabétique sur une simple analyse. Si vous avez l'hémoglobine glyquée à côté, vous saurez si elle est montée à 4 ou pas. Parce que l'hémoglobine glyquée garde, ou glycosylée, garde la trace des variations de sucre. Premier critère, donc à vérifier, êtes-vous diabétique ou non. Deuxième critère, l'acidose. À ce moment-là, évidemment, il faut faire attention à tout ce que les patients mangent. On l'a vu, le sucre est acidifiant, donc limiter tout apport de sucre. Et il y a des aliments alcalinisants, d'ailleurs, il y a quelques présentateurs ici là, qui ont des compléments alimentaires qui sont intéressants parce qu'ils sont alcalinisants. Vous avez curieusement le métabolisme du citron, jus de citron par jour, est alcalinisant. Donc c'est intéressant parce que ça fait sortir l'acide chlorhydrique dans l'estomac et tout cet acide, il n'est plus dans le sang. Et donc on va vérifier pour un patient qui fait une septicémie, une ostéite ou une maladie nosocomiale, on va vérifier le taux de glycémie et le pH sanguin. Alors le pH sanguin, c'est très difficile d'obtenir des laboratoires qui le font. Donc ce qu'on fait, on fait un pH urinaire, on demande aux gens de faire pipi un bon coup, et puis à la fin, ils regardent avec une petite bandelette, comme on avait dans les écoles autrefois pour mesurer l'albumine, une bandelette de tournesol, et ils vérifient si leur pH est acide ou non. S'il est acide, tant qu'on n'a pas corrigé l'acidose, on n'aura pas de guérison. Et il arrive parfois que le taux d'acidose et le taux de glucose soient normaux, et pourtant la personne est infectée. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dans son sang, à force de traitement antibiotique pendant des années, une sensibilisation certainement à l'ADN bactérien, parce que certaines bactéries éclatent sous l'action de certains antibiotiques, et le corps va se sensibiliser. Alors, étant de formation scientifique, je vais dire une explication qui est une hypothèse, mais qui n'a jamais été vérifiée expérimentalement. On pense qu'il y a des anticorps anti-ADN bactériens qui se créent. Or, ces anticorps antibactériens, il y a des morceaux de phage dans les bactéries. Il y a des morceaux de bactéries dans les phages aussi, c'est un équilibre là aussi. Et donc, il y a une sensibilisation qui va créer ce qu'on appelle l'apparition d'antiphages sériques. Ces antiphages ont été mis en évidence par Réga Clemenceau, par le professeur Rosenthal, et puis d'autres encore qui ont travaillé là-dessus. Le sérum sanguin du patient inhibe la bactériophagie in vitro, c'est-à-dire qu'on met d'un côté le sérum témoin, de l'autre côté le sérum du malade. On se rend compte que du côté du témoin, bactéries plus bactériophage, il y a une destruction des bactéries. En présence du sérum du malade, il n'y a pas de destruction des bactéries avec les mêmes quantités de bactériophages. Donc le sérum du malade a inhibé la destruction des bactéries. À l'époque, c'était la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des gens qui étaient infectés, mais qui retournaient quand même au combat, et on savait qu'ils avaient des antiphages. Une bombe les soufflait, ils se retrouvaient avec des hématomes de tous les côtés, et curieusement, les antiphages disparaissaient. L'idée est née à ce moment-là, parmi tous les essais thérapeutiques, de faire une auto-hémothérapie. On prend du sang dans une veine, qu'on réinjecte dans la fesse. Alors, le lieu est très haut par rapport à l'endroit normal des infirmières. On pique à la hauteur de l'épine iliaque postérieure, ici. On ne pique pas dans la fesse, on pique vraiment haut. Et parce qu'on injecte en fait comme quantité 18 cc. L'espacement de jours dépend en fonction de ce qu'on a une maladie aiguë ou une maladie chronique. C'est évident que pour une maladie aiguë, on doit rapprocher les injections.
en laissant un peu de repos aux fesses, parce que ça finit par faire un petit peu mal. On peut mettre un peu de xylo, éventuellement de procaïne, pour calmer la douleur au moment de l'injection. C'est pas très douloureux, c'est tout à fait bénin. Et on a calculé donc des espaces de jour optimaux à partir de dosage in vitro des antiphages. Lorsqu'on a réuni ces trois conditions, glycémie normale, pH normal et suppression des antiphages, il arrive très fréquemment qu'à la 6e, 7e injection d'auto-hémothérapie, la personne fait un pic de fièvre qui correspond en fait à la destruction des bactéries. Et là, il faut beaucoup boire d'Odichy ou d'Oditel pour bien éliminer, de façon à ce que les protéines qui sont dans le sang, qui augmentent dans le sang dans la destruction bactérienne, ne bloquent pas les reins, puisque c'est des filtres. Donc beaucoup boire. Quand on a la fièvre, beaucoup boire de toute façon. Et à ce moment-là, on a la guérison du malade, qu'on appelle guérison naturelle dirigée, parce qu'on n'a pas amené de phage de l'extérieur. Si au bout des 8 séances, on n'a pas eu de guérison, alors l'idéal, c'est d'amener le bactériophage au contact de la bactérie. Certains chirurgiens acceptent pour des ostéites de mettre les phages, qui sont très rares actuellement en France, parce que beaucoup sont réticents, ils préfèrent amputer que de faire une médecine qui conserve le membre d'un malade. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et le patient, donc, l'idéal, c'est d'amener la bactérie au contact le bactériophage au contact de la bactérie, et également, donc, outre le contact local, on peut réensemencer le tube digestif en prenant un peu de phage par voie orale, dans de l'eau bicarbonatée, le matin à jeun. Le matin à jeun, la première bouchée, le cardia et le pylore sont ouverts. Donc je dis au patient, vous mettez 2 cuillères à soupe d'Odichy ou d'Oditel, un peu de phage dedans, à peu près un cc, vous le buvez, et vous penchez du côté droit, comme ça suit la petite courbure de l'estomac, et ça arrive directement dans le duodénum, à l'endroit où il faut. On reste avec un demi-verre d'Odichy, et petit à petit, comme ça, on va réensemencer le tube digestif du patient. La phagothérapie, donc c'est tout simple, c'est ça uniquement. Trouver des phages, c'est pas très difficile. On va à la sortie des cultes orthodoxes, il y a des gens qui reviennent de Russie, vous leur dites, vous m'amenez un petit peu de phage, s'il vous plaît, ou de Georgie, etc. Ça évite aux gens de dépenser 4 000 € pour aller en Georgie se faire soigner. Une boîte de phage, ça vaut 8 € à peu près pour les phages polyvalents, c'est-à-dire des mélanges d'un peu tous les phages, et 12 € pour le phage anti-staphylocoxique. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et donc, en général, ça se passe assez bien. Les gens vous ramènent volontiers des boîtes. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des phages relativement facilement. Pour l'instant, alors l'Institut Pasteur est en train de faire des travaux dessus, est en train de redécouvrir le bactériophage. Et ils vont bientôt passer aux essais chez l'homme, parce que je ne sais pas dans quelle catégorie d'animaux ils rangent les pays de l'Est. Mais bon, ils vont passer à l'homme bientôt, ça fait un siècle qu'on s'en sert. Bref. Et le Conseil de l'Ordre, évidemment, bon, le Conseil de l'Ordre, une petite parenthèse, il a été créé par Hitler, qui a demandé à Pétain de lui fournir un système pour contrôler les médecins, que si ceux-ci trouvaient des juifs, des médecins qui étaient des juifs, des résistants ou des maquisards, il fallait les livrer de façon à ce qu'ils partent en déportation avec eux. Donc ils ont eu un vivier de collabos, 220 000 collabos, d'emblée, facile, pendant la guerre. À la fin de la guerre, De Gaulle a dit, je dissous le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre dit, non, 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 nous défendrons les médecins. Et les historiques, ils n'ont jamais défendu un seul médecin, ils passent leur temps à mettre des bâtons dans les pattes des médecins qui osent lever la tête hors de la fange dans laquelle on veut les plonger. Donc, j'ai eu plusieurs problèmes avec le Conseil de l'Ordre. Ils m'ont dit que cette médecine était interdite. Aucun décret n'a jamais interdit ni l'auto-hémothérapie, ni la phagothérapie. Ça s'est véhiculé bien sûr par les esclaves de la presse. Interdiction de la phagothérapie, c'est faux. Il n'y a aucun acte d'interdiction. D'abord, j'étais le seul à pratiquer en France. Je ne vois pas pourquoi on ait fait une loi contre un bonhomme tout seul. Et deuxièmement, l'auto-hémothérapie, et ça je fais appel aux infirmières, il faut absolument refaire l'auto-hémothérapie. C'est tout simple, j'ai même fait une vidéo, et puisque les médecins ne veulent pas le prescrire parce qu'ils ont la trouille, les infirmières hésitent à le faire parce qu'elles ont peur de responsabilité, j'ai l'intention de demander à mes amis électriciens de me faire une auto-hémothérapie devant les caméras, puisque ce n'est plus un acte médical, ils ne veulent pas le faire. Apprenez l'auto-hémothérapie, faites-la entre vous-mêmes, j'incite les gens à la rébellion. En France, on ouvre des salles de shoot, mais on vous dit l'auto-hémothérapie c'est interdit. J'aimerais savoir s'il n'y a pas un petit problème de compréhension dans notre santé. C'est évident.
c'est évident qu'on a le droit à la santé. Et il y a un chirurgien à Toulouse qui a opéré la petite fille d'un sénateur. Elle est guérie, il a été viré de l'hôpital. On en est là. En France, on a 85% d'administratifs dans les hôpitaux. Ça se demander si ces hôpitaux sont devenus une école administrative ou si c'est pour soigner les gens. Le problème reste posé. Et moi, j'en appelle à tous les gens qui entendront cette conférence. Il faut écrire à vos députés, leur demander, prenez position pour qu'on ait le droit de se soigner librement. Ça fait partie de la Constitution. On a le droit de se soigner librement avec nos choix thérapeutiques, quand on sait qu'ils sont valables et qu'ils sont éprouvés. Ça fait quand même un siècle que c'est pratiqué, c'est éprouvé dans les pays de l'Est. Il n'y a pas de raison qu'en France, pour des raisons de monopole économique, en Europe également, et surtout en Europe, les décideurs qui ne doivent pas être actionnaires. Il y a d'autres fois, Madame Delépine hier l'a signalé, on n'a plus de transparence. Autrefois, il y avait des cahiers, une commission de transparence, on les commandait et on savait qui était à la fois jugé parti. Ce qui est illégal. Et actuellement, nos décideurs sont pratiquement tous actionnaires dans les grands laboratoires. Quand on dit les laboratoires, ce sont nos politiques qui sont derrière, c'est l'Europe qui est derrière. Et si vous voulez, bon, ben on a toujours affaire au même, Bayer, Monsanto, etc. Et c'est un peu gonflant quand on voit qu'à côté de ça, vous avez des gens qui n'avez pas le droit de soigner. Alors on me dit, maintenant vous êtes en retraite, j'ai 66 ans, vous êtes sur la touche, arrêtez de voir des gens. J'en vois plus, je conseille. Et même ce conseil m'a valu d'être menacé au Conseil de l'Ordre de Nîmes. Alors le Conseil de l'Ordre, vous savez, c'est un peu comme dans Angélique, vous avez l'autre père qui sort son siège en bas, qui sont en haut, en demi-cercle, et puis ils n'y comprennent rien. Ils ne savaient pas ce que c'est qu'un bactériophage, mais vous avez tort parce que vous existez. Alors c'est amusant, j'ai eu le Conseil de l'Ordre pour la Fabergé-Janski, j'ai eu le Conseil de l'Ordre pour le bactériophage, j'ai eu le Conseil pour un tas de choses. Exercice de guérison interdit. Voilà. Et exercice légal de guérison, c'est quand même un motif assez original. Je crois que j'ai pas finalement tout dit. Je ne sais pas si on va avoir du temps ou pas. Encore 5 minutes, c'est bien, on en profite. Avez-vous des questions? Oui, donc le bactériophage est un agent d'équilibre de la santé. Il n'y a pas d'anticorps Alors ça oui, c'est le petit détail que je vais vous dire. En 1955, un russe, Mechnikov, photographie un globule blanc qui avale une bactérie. Et la bactérie est progressivement dissoute, et donc le globule blanc mange les bactéries, comme c'est bien. Les leucocytes mangent les bactéries. Mais l'ennui, c'est que c'est très rigolo. Parce que si moi je prends une bactérie indemne de tout bactériophage, je la pose à côté d'un leucocyte, et elle va l'avaler, et la bactérie sécrète une substance pour se faire avaler qu'on appelle opsonine. Opsonine, ça vient de opsonein en grec, je prépare la cuisine. On est tous des opsonines. Et donc, on a tous fait la cuisine un jour. Et donc, le bactériophage comment dire, si la bactérie n'a pas de bactériophage dans les tripes, elle bouffe le globule blanc. C'est la formation de ce qu'on appelle un pyocyte, un globule de pus. C'est comme ça que se forme le pus. Inversement, si vous prenez une bactérie qui a le bactériophage dans les boyaux, vous avez exactement la même image avec le sang globule blanc autour. Alors ceci explique pourquoi, quand une personne est infectée, les anticorps montent, les globules blancs montent. Qu'est-ce que c'est les anticorps? C'est des protéines identiques qui montent quand une personne est infectée. Tiens donc, les parois bactériennes sont constituées d'acides aminés, évidemment, de protéines, et les enzymes coupent toujours les protéines aux mêmes endroits. Donc, curieusement, quand une personne est infectée, le bactériophage travaille, on ne voit pas de débris de bactéries, mais on voit des anticorps qui montent. On voit les globules blancs qui montent. C'est marrant. Mais quelle est l'interprétation qu'on en fait? Des moyennes défenses. Pourtant, moi je vois mon patient, les anticorps montent, les globules blancs montent, et je suis inquiet parce que plus ça monte, plus je sais qu'il va mourir, infecté. Et moi à côté, je suis en carence immunitaire, je suis en bonne santé. Donc on confond témoins d'infection avec moyenne défense. Pour moi, les anticorps, ce sont des débris de parois bactériennes, et les globules blancs sont des cellules qui ont ramassé ces débris pour les évacuer. C'est-à-dire que l'immunologie est une science qui est à l'envers. On a vu des plasmocytes remplis de petits bouts de protéines qu'on a qualifiés d'anticorps. On a vu des leucocytes pleins de bactéries mortes. Mais on a peut-être interprété les choses dans un sens alors qu'elles se passent dans l'autre sens. Comme je ne suis pas exclusif, peut-être là aussi il y a un équilibre, c'est peut-être dans les deux sens. On ne sait pas. Ces expériences m'ont été interdites. Je voulais faire monter les anticorps en éprouvette, bactériophage, plus bactéries, scellées, sans cellules humaines, et on fait une immunoélectrophorèse après. Pas bien difficile, pas coûteux.
Il y a des dogmes qu'il ne faut pas déplacer. On dérange. Voilà. Je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Les dogmes en médecine sont plus forts encore que dans tout le reste de la science. On a encore des tabous, on a encore des persécutions dans le domaine scientifique. Je crois qu'il n'y a pas de domaine plus dogmatique et plus intolérant que la science.